Il faut considérer l'IA comme un assistant. L'IA ne peut pas être l'auteur à 100% de son livre. Je peux écrire dans n'importe quel domaine. Oui, on peut écrire pour devenir célèbre et gagner de l'argent. Être auteur, c'est de l'art. Et dans chaque art, il y a une certaine transmission qui est faite. Les mauvaises expériences qu'on vit doivent servir de pierre pour construire quelque chose. Écrire, c'est laisser une trace. Certains écrivent pour être lus, d'autres écrivent pour se libérer. Elle écrit pour transmettre. C'est un véritable réel plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui, pour vous, Madame Emmanuelle Fila, autrice de plus de 40 livres. Elle va nous partager des secrets liés à l'écriture, mais pas que, puisque elle est aussi responsable éditoriale de la maison Soart Édition, une maison d'édition qui a décidé de proposer un narratif différent à ce qu'on voit déjà sur le marché de la littérature africaine, de façon générale, congolaise en particulier. Bonjour Madame Emmanuelle. Bonjour JM. Bienvenue dans Deep Conversation. Je suis heureuse d'être là. Voilà, Deep Conversation, c'est maintenant. Alors, est-ce que, Madame Emmanuelle, vous pouvez déjà vous présenter pour permettre à ceux qui nous suivent de savoir quel est notre invité, son parcours? Donc, je suis Emmanuelle Fila, trentenaire. Certains m'appellent Docteur Fila, d'autres m'appellent Madame Fila, parce que je suis professeure à côté. Moi, je me considère comme une jeune femme qui aime la vie, qui exploite des choses, des domaines et qui a une vision à atteindre. Donc, qui travaille tous les jours à l'accomplissement de cette vision. Ah, c'est magnifique ça. Vous êtes docteur en quoi? Je suis docteur en sciences économiques. Alors, j'ai pu constater aussi que tu mets rarement... Est-ce que tu permets qu'on se tutoie? Oui, bien sûr. Voilà, que tu mets rarement ce titre en avant. Est-ce qu'il y a un problème de légitimité? Alors, un problème de légitimité, je dirais non. Mais c'est plutôt que je considère que c'est un titre que je mettrai en avant à un certain moment et je considère que ce n'est pas encore le moment de l'utiliser. J'ai des ambitions politiques et je sais que ça me servira grandement quand il le faudra. Aïe, vous visez loin. Il faut bien dans la vie. Et c'est quoi dans vos objectifs politiques? Députation, municipale? Le plus loin possible. Présidentielle? Le plus loin possible. Le but, c'est vraiment d'aider ma nation. J'ai à cœur de vraiment faire évoluer le pays d'où je viens, donc le Congo. Et donc, le plus loin possible, en tout cas. Alors, on ne va pas parler de politique, mais plutôt d'écriture. Déjà, quand as-tu compris que l'écriture n'était pas juste une passion, mais plutôt un appel pour toi? Je l'ai compris, je pense que c'est quand il y a eu des gens qui sont venus vers moi. Au début, l'écriture, c'était pour moi un moyen de m'exprimer parce que j'avais des difficultés à parler. Je préférais envoyer des messages que d'appeler ou de parler avec des gens. Et c'est vraiment quand les personnes sont venues vers moi pour me demander comment je faisais pour écrire, malgré toutes les occupations que j'avais. C'est à ce moment-là que je me suis penchée sur la question et que j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose dedans, que j'avais quelque chose à apporter à ces personnes. Et quelle est la première émotion que tu as ressentie lorsque tu avais en main ton premier manuscrit? C'était quoi? C'était une joie indescriptible? Waouh, je me rappelle encore de ce moment comme si c'était hier. Pourtant, ça fait 6 ans. J'étais contente, très contente de pouvoir recevoir ce livre, en fait. Et j'ai tout de suite fait une vidéo. Aujourd'hui, quand je regarde la vidéo, je me dis, mais franchement, qu'est-ce qui t'avait pris de faire une vidéo comme ça? Mais j'étais vraiment, vraiment contente et assez fière de moi, fière de l'avoir fait. Alors, sur quoi as-tu écrit en premier? Ton premier manuscrit parlait de quoi? Alors, c'était sur la cuisine. J'ai bon? écrit... Oui, on dirait pas, mais j'ai écrit un livre sur la cuisine. Je mange africain, ça s'appelle. Donc, qui contient 80 recettes d'Afrique, un petit peu partout, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, etc. Et le but, en fait, c'était de répondre à un besoin, selon lequel il n'y avait pas assez, ça c'est selon moi en tout cas, il n'y avait pas assez de livres qui mettaient en valeur surtout la cuisine congolaise, Congo-Brazzaville surtout. Et ma mission en tout cas, c'était de répondre à ce besoin-là en écrivant ce livre. Ah, c'est bien ça. Et est-ce que
étant jeune, déjà, vous avez quel âge à l'époque lorsque vous avez commencé à écrire? Quand j'ai commencé à écrire très tôt. Je pense que je devais avoir 9 ans. Oui, j'ai Attends. commencé à écrire très tôt, mais pas ce livre-là. Ah, ok. Ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire, c'était en 2017. Il est sorti en 2019. J'étais dans la vingtaine, en tout cas. Ok, vous étiez dans la vingtaine, c'est Oui, ça? oui. Et donc, tu écris ton premier manuscrit, mais quand tu écris ton premier manuscrit, est-ce que tu t'es formé pour l'écrire ou bien, bon, tu t'es dit, je veux écrire tout ce qui me vient en tête? Alors, quand j'ai écrit ce livre, j'ai plutôt regardé ce qui s'était déjà fait. Ok. Les livres qui avaient déjà été écrits dans le domaine, comment on mettait en valeur le grammage, les ingrédients et tout, mais je n'ai pas eu de formation en tant que telle. C'est bien plus tard, après avoir écrit le troisième livre, que je me suis dit qu'il fallait que je me forme parce que je voulais aller à d'autres domaines, d'autres genres littéraires. Donc c'est comme ça que je me suis formée. Mais quand j'ai commencé ce premier, non. Je n'ai pas eu une formation en tant que telle. Et si tu n'étais pas dans l'écriture aujourd'hui, tu serais dans quoi? Eh ben, je pense que je serais une maître de conférence ou une maîtresse de conférence assez coincée. Je suis désolée, hein. Assez coincé. Pour moi, c'est cette image qu'ils ont, les maîtres de conf. Assez C'est des coincée. coincés, les maîtres de camp? Franchement, et je suis désolée s'il y en a qui passent par là, mais Mhm. c'est vraiment l'image que j'ai des Ok. maîtres de conférences, toujours là dans leur travail et tout, derrière les recherches. Donc, je serais devenue cette femme-là. Aujourd'hui, je serais peut-être qualifiée en tant que professeur et je serais prof aujourd'hui. Tu dis souvent qu'écrire, c'est transmettre. Moi, j'aimerais savoir, parce que, pourquoi je le dis? Parce que j'ai reçu de ta part plus de, on va dire quoi, 20 Mhm. de tes ouvrages, même si j'ai pas reçu les 40, j'ai au moins 20 de tes livres, et parmi les 20, il y a 3 livres que tu dédies à l'écriture, où tu expliques un peu comment ce qu'on doit écrire, que ce soit un roman, tout ce qu'on... On va voir tout ça tout au long de l'émission. Donc déjà, tu dis qu'écrire, c'est transmettre. Alors, j'aimerais comprendre qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers chaque livre. Ce que je cherche à transmettre, ça va être mes expériences parce que je considère que chaque expérience qu'on vit est une leçon pour d'autres personnes. Qu'elle soit positive ou négative, il y a quelque chose à tirer qu'on peut transmettre. J'ai vécu des situations assez difficiles et je pense qu'il y a des personnes qui passent par là et qui auraient eu besoin ou qui ont besoin en fait d'être accompagnées. Donc c'est comme ça que j'écris. Je me dis, il y a quelque chose que je peux donner à d'autres personnes. Que ce soit un petit peu, que ce soit beaucoup, je sais qu'il y a quelque chose que je dois donner. C'est dans cet objectif en fait que je peux écrire dans n'importe quel domaine. Parce que je considère que la vie, il y a tellement de choses qu'on apprend que ce serait dommage de le laisser dormir. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là. Je transmets les expériences que j'ai vécues, les témoignages que j'ai pu en tirer. Je transmets aussi de mon histoire. Alors je me dis, ma biographie plutôt, ce n'est pas maintenant que je vais l'écrire, Mhm. parce que je considère qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, il y a ce désir Ok. d'aider les autres. Ouais. Et là, toi, tu écris pour transmettre, mais pour quelqu'un qui t'écoute, qui veut écrire, pourquoi devrions-nous écrire au fait? Parce que je me dis, toi, tu écris, tu es fixe, tu as une vision claire de ce que tu veux, puisque tu t'es positionné euh, comme étant quelqu'un qui veut transmettre. D'autres utilisent la parole, mais toi, c'est l'écriture. Maintenant, il y a certains qui se posent la question, bon, elle veut transmettre, mais moi, j'ai rien à dire. Est-ce que est-ce que lorsqu'on décide d'écrire, il faut impérativement avoir un but ou je sais pas, quelque chose de ce type? Alors, Pourquoi devrions-nous écrire? impérativement, non. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut écrire. Il y a des gens qui écrivent pour guérir d'un trauma qu'ils ont vécu, une situation trop difficile, ils ont besoin de l'exprimer. Et tant que ce n'est pas écrit, elles n'arrivent pas à guérir de ces problèmes-là ou de ces traumas. Il y a d'autres personnes qui écrivent pour gagner de l'argent. Oui, on peut écrire pour devenir célèbre et gagner de l'argent. C'est pas mauvais, hein. Ce n'est pas mauvais, c'est un moyen comme tant d'autres. Il y a des personnes qui vont travailler, qui ont un métier séculier, qui gagnent de l'argent parce qu'ils donnent de leur temps. Ce n'est pas mauvais pour des écrivains qui se spécialisent en écriture pour gagner de l'argent. Ça peut être un métier pour certaines personnes.
Il y a des personnes qui écrivent pour gagner en notoriété. Parce que oui, un livre va ouvrir à un certain public et donc va donner une certaine notoriété. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut écrire et c'est important de le savoir, cette raison, dès qu'on commence, parce que la trajectoire qu'on va donner au livre va dépendre de cet objectif-là, de cette raison qu'on a dès le départ. Maintenant, étant donné qu'on s'est fixé l'objectif, ça peut être de transmettre, de guérir, qui peut écrire, honnêtement? Très Là, bonne question. on va parler un peu de... Parce que on se dit, potentiellement, il faut se former, il faut faire ceci. Qui est légitime à écrire un livre? Est-ce que c'est tout le monde ou bien c'est un talent ou une grâce qui est réservée à un groupe de personnes? Waouh. Je ne pense pas que ce soit réservé à un groupe de personnes. Tout à l'heure, tu as dit, il y a des gens qui disent, mais moi, je n'ai rien à dire. Je voudrais, en tout cas, dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui de sauter cette fausse pensée de la tête. Tout le monde a quelque chose à dire. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous est différent. Notre ADN est différent. Nos empreintes sont différentes parce que chacun de nous a quelque chose à transmettre. Pour revenir à ta question, j'ai accompagné un jeune garçon de 8 ans qui a écrit un livre intitulé Ma passion pour Dieu. Un enfant de quel âge? De 8 ans. À 8 ans, qu'est-ce qu'on raconte bien dans un livre? Ouais, Et surtout qui parle de foi. à 8 Parle-moi un ans, peu plus de... ouais, à 8 ans, il a écrit sur les épreuves qu'il a pu vivre. Un enfant de 8 ans Oui, qui a ah, traversé quel type il y a des d'épreuve? enfants qui vivent des choses extrêmes. Donc lui, il a vécu le divorce de ses parents. Ok. Il s'est retrouvé avec sa maman, le papa parti, et donc l'écriture a été pour lui justement un moyen pour guérir de ses traumas, parce Attends, que un papa enfant de n'est plus 8 là. ans, j'aimerais un peu comprendre le contexte. Un enfant de 8 ans Mhm, décide d'écrire oui. sur le divorce. Non, il a écrit sur sa passion pour Dieu parce que c'est l'amour de Dieu, Ok. le fait de recevoir l'amour de Dieu qui l'a aidé à s'en sortir par rapport au Ah, divorce de donc ses c'est parents. un livre témoignage. C'est un livre témoignage et c'est un livre où il veut que d'autres enfants puissent Potentiellement qui s'attacher à traversent la Dieu. même Voilà. situation. Pas forcément la situation de divorce parce qu'il n'en parle pas dans le livre. Il parle plutôt Ok. de sa relation avec Dieu, de comment il prie. 8 ans. À 8 ans, oui. Et il a écrit tout Je suis seul. choqué. Il a dit à sa maman est écrivaine aussi. Donc il a dit à sa maman, maman, je te vois écrire des livres. Moi aussi, je veux écrire un livre. Et Ah, donc il comme a écrit quoi le texte. les habitudes, le Ah oui, comportement influencent mieux que les belles paroles. exactement. Ce Hmm. qu'on pose comme action, surtout chez les enfants, ça influence beaucoup. Il faut faire attention. Wow. Et cet enfant va écrire le livre. Donc, il a écrit son livre, Ma passion pour Dieu. Il a publié sur Amazon. Il le vend. Il signe des autographes. Donc, À 8 ans. à 8 ans, bon, aujourd'hui, il en a 10, parce que ça fait 2 ans qu'il a écrit le livre. Mais c'est pour dire aux gens que c'est possible, peu importe l'âge, peu importe nos difficultés en langue française ou je ne sais en anglais, parce que les personnes se basent souvent sur ça. Moi, je ne sais pas écrire, je n'ai pas un bon vocabulaire, je ne peux pas écrire. Peu importe ce qu'on a comme bagage intellectuel, dès l'instant où on a vécu une histoire, on sait faire des choses, on peut le transmettre et on peut écrire un livre. N'est-ce pas là un véritable challenge que tu lances potentiellement à ceux qui nous écoutent en disant que tout le monde peut écrire? Alors que il y a des gens aujourd'hui qui traversent peut-être des crises émotionnelles, des crises identitaires, des tas de problèmes. Certains n'ont pas encore découvert ce à quoi ils sont appelés. Est-ce que le fait de se mettre à écrire pour potentiellement vouloir transmettre ou dire quelque chose, parce qu'on va voir un peu plus tard comment tu expliques que le livre légitime quelqu'un, le donne une forme de trône, d'autorité. Mhm. Est-ce que dans ta proposition, lorsque tu dis que tout le monde peut écrire, n'y a-t-il pas un piège là pour quelqu'un, par exemple, qui va écrire, mais qui ne vit pas ce qu'il a écrit, qui va s'asseoir, puisqu'on va le voir plus tard. Au fait, c'est arriver à donner à quelqu'un du crédit Oui. sur des sujets dont peut-être qu'il n'a pas la maîtrise, dont peut-être qu'il n'est pas encore le message. N'est-ce pas là un piège? Alors, un Il n'y a piège, pas un travail qu'on doit faire sur soi oui, avant, tout à potentiellement? fait. Tu m'arraches les mots de la bouche. C'est important de connaître qui on est avant de vouloir transmettre quelque chose.
Je ne peux pas me permettre de transmettre des choses ou d'écrire sur un domaine où, enfin, ça c'est mon avis, hein, c'est mon Mais il y a des gens avis. qui Il y a osent, des hein. gens qui osent le faire. Je ne peux pas me permettre d'écrire sur un domaine dans lequel je n'ai pas vécu des choses ou je n'ai pas une certaine expérience. Quand je parle d'expérience, c'est pas forcément être expert dans la matière. Ça peut être le simple exemple, je sais utiliser une tablette, je peux écrire un manuel d'utilisation sur la tablette. Donc là, je laisse quelque chose, j'aide les personnes qui ne savent pas utiliser une tablette à l'utiliser. Donc, quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on peut faire, on arrive à transmettre cela. Donc, il est important de connaître son identité avant de vouloir se lancer dans l'écriture. Dans nos discussions, tu laissais entendre que le livre est une porte. Mhm. C'est quel type de porte? Ah là là, le livre est une porte, premièrement spirituelle, parce que on est des êtres spirituels et on transmet quelque chose, on transmet une énergie dans tout ce qu'on fait. Je peux discuter avec toi, te dire je t'aime, Ok, sans, merci. sans que je Je ne suis te beau, hein, transmette. donc, Comment? je suis beau, c'est normal. Tu es beau. Merci. Sans te transmettre l'énergie qu'il faut, sans Ok. forcément le penser. Mais si je peux également te le dire en te transmettant tellement d'énergie. Et donc, c'est ce qui va faire la différence entre deux livres qui ont été écrits, par exemple, sur le même thème. Donc, non seulement le livre est une porte spirituelle vers l'âme de la personne qui a écrit, mais aussi une porte vers des domaines, comment dire, par exemple, par rapport au public qu'on va toucher. On devient, non pas que nous-mêmes, on ne se soit pas senti légitime avant d'écrire, mais le livre va ouvrir certaines voies face au public qu'on va toucher. Les gens ont, heureusement ou malheureusement, cette habitude ou cette attitude de regarder, enfin, de considérer les personnes qui ont écrit. Donc, tu as écrit un livre, tu deviens tout de suite un expert dans le domaine parce que tu as pris du temps pour l'écrire, tu as pris peut-être 2 ans, 3 ans à écrire ce livre. Et donc, tout de suite, on te considère comme un expert dans le domaine. Et donc, comme tu es considéré comme un expert dans le domaine, on t'invite à des conférences. Et c'est de cette porte que tu parles? C'est de cette porte-là, voilà, que je parle le plus quand je parle du fait que le livre va t'ouvrir des portes. Le livre va te donner, va te couronner, comme on a l'habitude de dire. Le livre va te donner certaines opportunités que tu n'aurais même pas imaginées. Je le dis pour moi, parce que quand j'ai écrit, par exemple, le livre Ose entreprendre sur l'entrepreneuriat, ça m'a permis de pouvoir aller à des conférences auxquelles je n'aurais même pas espéré si je ne l'avais pas écrit. Donc, le livre est une porte en ce sens-là. Une porte d'opportunité. Mais revenons sur l'aspect spirituel du livre. Moi, je suis chrétien. On dit que la Bible, par exemple, est un livre qui est fait de lettres et d'esprit. Est-ce que tu penses que on peut aussi retrouver dans tous les livres possibles la lettre, bon, puisque le manuscrit ou le livre physique est là, mais le volet esprit? Alors, dans tous les livres, je ne pense pas parce que tous les auteurs n'ont pas cette conscience. Peut-être des livres pédagogiques, oui. Mais par exemple des livres de développement personnel, des livres sur les religions, sur la foi, sur la spiritualité. Oui. Est-ce que tu penses que ces livres-là sont en soi des portails spirituels qui peuvent transformer spirituellement même la vie de quelqu'un? Exactement, oui, tout à fait. Je pense vraiment cela. Moi-même, je l'ai vécu en lisant certains livres. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je ne dis pas. J'ai lu des livres de Doug Howard Mills. Mills, plutôt. Il a écrit plus de 60 livres. Ok, voire plus. Moi, je pense qu'il est déjà à 100. Plus de 60 livres. Pour rappeler à nos téléspectateurs, Doug Howard Mills est un évangéliste ghanéen qui prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ un peu partout dans le monde. Donc, pour ma part, j'ai eu ce shift dans l'écriture quand j'ai lu les livres de Doug Howard Mills. Le fait de beaucoup écrire, d'être prolifique dans l'écriture est arrivé quand j'ai acheté la collection de Doug Howard Mills et que j'ai commencé à lire ses livres. Il y a une sorte de transmission de la personne, de l'auteur, vers le lecteur. Écrire un livre, être auteur, c'est de l'art. C'est de l'art et dans chaque art, il y a une certaine transmission qui est faite. Qu'elle soit consciente ou pas de l'auteur, mais il y a une transmission d'âme à âme qui est faite.
Et donc, c'est pourquoi il faut faire attention aux livres qu'on va lire. Ok. On ne peut pas se permettre de lire n'importe quel livre parce qu'il y a quelque chose qui est transmis derrière. Il faut être conscient de cela. Et même, je dirais aux auteurs, quand ils écrivent, c'est important de se mettre dans un cadre où on sait qu'on veut transmettre quelque chose. On veut transmettre de la joie, on veut transmettre de la mélancolie parfois. Il y en a qui veulent transmettre de la tristesse. Il Ok. faut faire attention à tout cela. On va y arriver, on va en parler un peu davantage, parce que je pense qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus dans des styles d'écriture. Alors, on est légitime à l'écriture, on a découvert plus ou moins, on a fait ce travail sur soi afin d'être le message du message qu'on écrit dans le livre. Est-ce que tu peux me parler de la routine d'un écrivain? Est-ce qu'il y a des habitudes? Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce qu'il y a une forme de cocon propre aux écrivains? Parce que l'objectif de l'émission, c'est recevoir des experts, mais pas que. Déjà, avec les experts, c'est démystifier une certaine réalité. Moi, avant de commencer à écrire, je me disais que, voilà, tu vois, tu mets une forme de casquette, tu mets des lunettes, tu es assis, tu fermes les yeux, tu te dis, bon, là, je commence à écrire. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une routine? Il y a des habitudes qu'on peut retrouver chez des auteurs, ou bien, bon, chacun a son mood, a sa réalité, et écrit comme ça peut être dans le train, dans le bus, partout, ou bien il y a une réalité propre aux écrivains, puisque chaque domaine a ses codes, ses réalités, ses coutumes et autres. Il y a un point commun aux auteurs, c'est la discipline et la régularité. Donc, tu ne peux pas penser écrire un livre si tu n'es pas régulier dans le travail que tu fais. Il faut te fixer des objectifs par rapport à la sortie du livre, mais aussi des objectifs en termes de pages. Quand on enlève tout ça, quand on enlève ce point-là, la routine d'écriture est propre à chaque auteur. Okay. Il y a des auteurs qui vont s'enfermer pendant une semaine et qui vont pondre un Carrément manuscrit. Oui. Fermé. On les appelle, c'est des ermites qui vont s'enfermer, qui vont écrire, et tant qu'ils n'ont pas fini d'écrire, ils ne sortent pas, en fait. Et si le livre prend une année? Si le livre prend, généralement, quand on s'enferme comme ça prend moins d'une année, ça prend une semaine, un mois, peut-être 2, mais pas, j'en ai très rarement entendu qui prennent plus de temps que ça. Okay. Ça, c'est une routine, c'est un exemple de routine. Il y a des auteurs qui préfèrent écrire 4 heures par jour, par exemple. Wow. Il va consacrer 4 heures à l'écriture, bien évidemment avec des pauses, mais je pense que c'est Hemingway qui en parle, si je n'écorche pas bien son nom. Lui, il préfère avoir des blocs d'écriture par journée. C'est un Américain, non? C'est un Américain. Voilà, auteur américain. Oui. Hemingway, ça doit être ça, oui. Qui préfère travailler par bloc de 4 heures. Il sort, il va se promener un petit peu, il revient. Donc, la routine, en fait, va dépendre de notre emploi du temps, des possibilités qu'on a, des capacités qu'on a aussi à pouvoir tenir sur la durée. Si je sais que j'ai du mal à me concentrer, je ne vais pas me mettre la pression à écrire pendant 4 heures. Je vais peut-être écrire 30 minutes par jour. Et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Ne vous mettez pas la pression par rapport au temps. Soyez plutôt régulier. Vaut mieux écrire 15 minutes toutes les semaines, une fois par semaine, s'il le faut, mais faites-le, écrivez. Si ça vous prend 15 minutes, ça vous prend 4 heures, gloire à Dieu, mais prenez juste ce temps-là pour écrire et vous verrez que par la suite, les habitudes vont se poser. Vous prendrez plus de temps, plus de goût aussi à écrire parce qu'on ne va pas se mentir, l'écriture, ça peut aussi paraître parfois... c'est quoi le mot? Ennuyeux parfois. Et donc, il faut s'écouter. Il faut écouter son corps et il ne faut pas se mettre la pression parce que tel a fait comme ci. Donc, il n'y a pas de routine fixe qui existe, mais on va se fixer des objectifs et on reste surtout régulier si on veut atteindre ces objectifs-là. En parlant de régularité et d'habitude et de se fixer des objectifs, depuis quelque temps, j'ai développé une habitude, c'est d'envoyer de l'argent à mes proches qui sont au Congo. Et pour ça, j'utilise une application Lenfi. Lenfi, c'est cette application qui vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement, sans frais, à vos parents un peu partout en Afrique. Et la bonne nouvelle, c'est que Lenfi est partenaire de cette émission. Donc, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application Lenfi, à l'utiliser en envoyant de l'argent à vos parents qui se trouvent en Afrique et particulièrement pour nous au Congo. Utilisez Lenfi. Alors,
Revenons sur notre émission et merci à l'ENFI pour sa contribution à la réalisation de cette belle émission, parce que chaque personne qui est bénie a une petite dose de contribution de l'ENFI. Pour parler toujours d'écriture, lorsqu'on commence à écrire un livre, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce le message? Est-ce que c'est la table des matières? Est-ce que c'est l'idée? Parle-nous un peu de la construction du projet lié à l'écriture, d'un projet littéraire, en fait. De façon générale, hein, puisque là, on ne parle même pas encore de... Oui. De façon générale, il faut poser le thème sur lequel on veut écrire. Quand on veut écrire un livre, il faut savoir sur quoi on veut écrire. Et du coup, j'arrive au deuxième point, quel est le message qu'on veut transmettre? Une fois qu'on sait le message qu'on veut transmettre, on va utiliser les moyens par lesquels on va le transmettre. Et donc là, il faut définir le plan de son livre. Le plan de son livre va du coup dépendre du type, du genre dans lequel on veut écrire. Donc si c'est un roman, généralement on va parler d'un plan en 3 actes. Si c'est avec un début, enfin, je vais pas utiliser les termes romanesques pour Utilisons ne pas perdre, les termes voilà. très simplifiés Très simple. pour permettre à ce Oui. que ceux qui nous suivent puissent Voilà. aussi se lancer dans cette belle aventure Donc, liée à l'écriture. Un début, une histoire qui commence d'un point, on développe l'histoire et on a une conclusion. Ça, c'est pour faire très simple. Un guide thématique, généralement, va être planifié en chapitres, donc des chapitres qui vont parfois être indépendants. Et enfin, un livre autobiographique, pour m'arrêter qu'à ces 3 genres, le livre autobiographique, ça va parfois être un plan historique. Donc, on va retracer les événements qui vont déterminer la biographie ou même l'histoire de la personne. Donc, il est important, quand on commence, de dresser le plan pour ne pas se retrouver à tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, pour toujours avoir des éléments sur lesquels on va écrire. Donc, tu penses qu'il est possible d'éviter le syndrome de la page blanche dès lors qu'on est discipliné, qu'on a un plan dès le départ? Exactement. Quand tu as un plan dès le départ, tu vas du coup, à partir de ce plan, fixer des éléments, donc des mots-clés. C'est ce que je recommande aux personnes que j'accompagne, des mots-clés autour de chaque chapitre ou de chaque point qu'on va évoquer dans le livre. Et ce sont ces mots-clés-là sur lesquels vont tourner tous les autres éléments qu'on va ajouter autour. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer par le syndrome de la page blanche. Okay. Parce que le syndrome de la page blanche n'est pas forcément lié au fait qu'on ne sache pas quoi dire, mais ça peut être aussi lié à l'état dans lequel on est. Et l'état émotionnel. L'état émotionnel dans lequel on est. Donc là, il faut savoir détecter cela et savoir mettre les bonnes solutions au bon mot. Alors, toi, là, c'est une approche un peu globale des auteurs pour écrire. Et pourtant, tu l'évoques d'ailleurs même dans les 3 livres que tu dédies à l'écriture. Mais toi, quelle approche, puisque tu es un auteur très prolifique, quelle approche tu utilises pour pouvoir autant écrire? Alors, l'approche, généralement, mon inspiration arrive, surtout ces derniers temps. Au début, ce n'était pas forcément le cas. Quand je vis une chose et que ça m'a tellement marqué, ou même je suis en train de lire un livre et il y a un mot qui résonne. Je suis en train de suivre une vidéo, il y a un mot qui résonne, il y a quelque chose qui résonne. Je vais rester sur ça, je vais cogiter sur ça. Et je me dis, tant que ça revient sur quelques jours, c'est que je dois écrire dessus. Okay. Si ça ne revient pas, je laisse. Je n'écris pas dessus. Une fois que ça revient, que je suis sûre que je dois écrire dessus, je travaille le plan. Je travaille le plan, je me dis... quelles sont les étapes? L'objectif, en fait, c'est... Ton approche n'est pas forcément l'approche absolue, mais bon, mais ça peut aussi aider. Ça peut aider quelqu'un qui suit à se dire, tiens, si elle utilise cette stratégie pour pouvoir écrire, et aujourd'hui, elle a écrit plus de 40 livres, pourquoi ne pas l'essayer? Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu de façon très détaillée? Bien sûr. Alors, ou bien il faut payer un coaching? Non, il y a tellement d'éléments à transmettre dans l'écriture que je ne suis pas fermée à l'idée de dire ce que je fais. Je vais prendre un exemple. La méthode, en fait, va changer en fonction du domaine dans lequel j'écris. Faisons un cas pratique. Voilà, je vais l'amour. prendre un exemple. Prenons un sujet. Oui. L'amour. D'accord. Tu souhaites écrire sur l'amour. Tu commences par quoi? Quelles sont les différentes étapes? Donc, si je veux écrire sur l'amour, je vais prendre un exemple, terre à terre. Il y a un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Ai-je fait le bon choix ?» Ok.
ai-je fait le bon choix? 25 vérités pour savoir si vous avez fait le bon choix, etc. Je ne me rappelle plus trop de la fin. Donc pour ce livre-là, en fait, j'ai cadré les choses en me disant 25 vérités. Ok. Donc j'ai travaillé sur ces 25 vérités-là, énoncé du coup les 25 vérités. Ensuite, une fois que je l'ai fait, je me suis demandé dans quel genre je pourrais transmettre ces vérités. Est-ce que c'est plutôt le genre où enseignant un petit peu, où tu dis simplement les vérités, où tu prends des exemples. Donc du coup, je suis partie sur le fait de prendre des exemples de couples que je connaissais ou des exemples que j'ai inventés. Je n'ai pas honte de le dire. Inventer. Oui. Donc, on peut inventer aussi des exemples lorsqu'on écrit. Tout à fait. On peut inventer des exemples. Ce qui est bien, en fait, l'écriture, c'est que, moi, je considère l'écrivain un peu comme Dieu. Dieu est créateur. Donc, je considère que l'écrivain aussi est créateur. L'écrivain peut amener son livre là où il veut. Il ne doit surtout pas se censurer par rapport à cela. Donc, rien ne vous empêche, quand vous écrivez, d'inventer des exemples. Bien évidemment, il faudrait le préciser dans le texte qui correspond au copyright ou au disclaimer. Donc, les exemples que vous trouverez dans ce livre sont soit fictifs, soit des exemples qui m'ont été racontés. Il faut toujours préciser. Mais pourquoi ne pas laisser... Est-ce que c'est un problème si on laisse des exemples imaginaires dans son livre? Sans le préciser? Ouais, est-ce que ça peut Non, ce n'est pas vraiment un problème, mais pour rester correct, il faut le faire. Ok. Pour rester dans le... C'est comme un film, quand on utilise les images de personnes, on le dit. Quand on a créé des images, on dit qui a créé ces images. Donc ça, c'est vraiment le côté c'est quoi, technique d'un livre, où il faut préciser quand même qu'on a utilisé des personnages fictifs ou des histoires réelles. Ok, donc... Voilà. Donc, pour revenir à ce cas-là, donc j'ai pris des exemples de personnes que je connaissais. Bien évidemment, il faut aussi demander l'autorisation des personnes. Okay. Donc, c'est pourquoi il est parfois intéressant de passer par des exemples fictifs, parce que là, tu n'as pas toute cette démarche à faire. Donc, j'ai mis les exemples et en partant de ces exemples-là, en partant de mon expérience, en partant de ce que je vivais à ce moment-là, j'ai pu écrire les différentes parties. Donc ça, c'est un exemple, un exemple lié à l'écriture du livre sur les 25 vérités. Par contre, j'ai vécu une situation, un goumin très violent. Ok, oui. Tu as vécu un goumin? Oui, et pour ce livre... Je suis sûr... Ah, ça t'a inspiré un livre? Ça m'a inspiré un livre, oui. Mais ça c'est quel goumin qui peut... qui peut être autant violent au point où tu écris... sauf erreur, tu m'as offert aussi ce livre. Oui, je te l'ai offert. Restauration sentimentale. Voilà, mais parle-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça te fait rire. Excusez. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieusement? Oui. Un homme t'a laissé un goumin et tu as écrit un livre dessus. Alors, ça, c'est un dit goumin. Dit comme ça fait genre la personne qui veut se venger ou je sais pas quoi. Non, c'est pas forcément ça. Tu étais en relation. Oui. Le gars est parti, je sais pas, j'ai pas envie de connaître les détails. Mais la douleur était telle que tu as écrit un livre. Non. Ok. J'ai vécu ce goumin, je l'ai vécu en 2016. Là, tu l'as écrit pour te libérer ou pour transmettre? Pour transmettre. Okay. Je reste dans la transmission. Ok. Parle-nous un peu de ce goumin. Je reste dans la transmission. Donc, j'ai vécu le goumin en 2016 et le livre, je l'ai écrit en 2019. 2016, 2019, 3 ans? Oui. Et donc, pendant les 3 ans? 2021 même. 2021, oui. Attends, 2016, 2021, 5 ans? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu fais toujours le goumin pendant les 5 ans? Alors, je suis sûre, oui, que j'ai vécu quelques années avec, jusqu'à ce que le... Ça, c'est quel type de goumin, ça? Non, mais, pour moi, je le considérais comme l'homme de ma vie. Donc, on s'était fiancés et tout. Et il a fallu quelques épreuves. Je pense qu'on n'a pas été sages. Ça aurait pu aboutir. On n'a pas été sages, on n'a pas bien géré ces épreuves-là. Donc, étant donné que je considérais que c'était l'homme de ma vie, donc je n'arrivais pas à accepter que ce soit fini pendant des années. Et je continuais à espérer. On s'était dit, en tout cas, tant que l'un de nous n'est pas marié, il peut se passer quelque chose entre nous. Quelle promesse! Voilà. Donc, du coup, pendant ces quelques années, je pense que oui, c'était pendant 3 ans que je continuais à espérer. Et la personne s'est mariée. Et du coup, par la suite... Ton château de cartes est tombé? Oui, mon château de cartes est tombé. J'ai pleuré. Je me rappelle que j'ai pleuré. Mais du coup, c'est 2 ans après que j'écris ce livre. Qu'est-ce qui te fait rire? Restons dans le sujet. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Donc, du coup,
Donc, tu as fini de, Quand, tu as fini quand de j'ai fini de pleurer. pleurer, quand j'ai été vraiment restaurée, parce que j'ai été vraiment restaurée par rapport à cette histoire, je me rappelle que je ne voulais plus me mettre en couple, je ne voulais plus entendre Mais parler qu'est-ce qui des se... hommes. J'ai pas envie de connaître les Voilà, détails, mais c'est en pas le même temps aussi, je sujet. suis tenté pour, pour savoir qu'est-ce qui s'est Parce que réellement... pour moi, ce n'était pas Attends, possible, en c'est son fait. départ, c'est le fait qu'il s'est remarié, c'est son départ. Non, c'est comment la relation est terminée. Ah, ok. Voilà. Donc, il y a pas eu une situation bizarre. Non, tout se passait bien jusqu'aux fiançailles, au moment où on s'est fiancés, c'est vraiment là où nos problèmes ont commencé. Donc c'est pourquoi je dis, on aurait pu avoir plus de sagesse, mais on ne l'a pas eu. Le Et mariage, c'est voilà, vraiment un combat. c'est un vrai combat. Et du coup, 3 ans après, je pense que j'ai pleuré à Dieu par rapport à cette situation. J'ai été restaurée par rapport à ce gourmand-là et je me suis mise dans cette posture de la grande sœur qui veut donner des conseils aux jeunes filles qui sont passées par une situation de rupture Et amoureuse. tu as écrit Restauration sentiment. Restauration sentimentale, parce que pour moi, je considère que si Dieu n'avait pas fait ce travail-là, aujourd'hui, je n'aurais plus confiance en l'amour, sincèrement. Et aujourd'hui, tu crois en l'amour? Oui, je crois en l'amour, comme C'est une jeune fille, un bébé. c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc, on peut écrire en tenant compte des expériences. Et là aussi, c'était quoi l'approche? Donc, pour C'était un revenir à ce livre, roman, c'était des c'est conseils. alors c'est plutôt une autobiographie, une courte autobiographie ou un témoignage, parce qu'un témoignage va reprendre une partie de sa vie. L'autobiographie, généralement, c'est toute l'histoire qu'on va raconter. Donc, c'est plutôt un témoignage et donc je commence l'histoire en racontant le soir de la rupture. Comment ça s'est passé, ensuite l'état dans lequel j'étais. Et donc là, tu vois, c'est un plan qui retrace, qui est historique. Hmm. On va reprendre les dates clés et on va construire l'histoire autour de ces dates, des événements qu'on a vécus, des leçons qu'on a tirées, parce que le but, c'est de donner aussi des leçons, d'aider les personnes, voilà. Donc, des leçons qu'on a tirées et on arrive à la conclusion. Donc là, tu vois, c'est 2 livres qui parlent de l'amour, écrits par la même personne, mais avec 2 approches différentes. Donc, en fonction du livre qu'on veut écrire, et c'est pourquoi je demande aussi aux gens de se faire accompagner. Quand on veut vraiment que son livre ait un impact, il faut se faire accompagner. Quand on sait qu'on n'a pas forcément la matière, ou on ne sait pas forcément comment le transmettre, il faut se faire accompagner dans l'écriture pour arriver au résultat qu'on veut. Est-ce que lui, il a lu le livre? Ah, je ne pense pas. On n'est plus en contact, donc je ne sais vraiment pas. Tu es sûr que s'il avait lu, il t'aurait appelé? Est-ce qu'il allait se reconnaître dans... Sincèrement, oui, parce que je raconte l'histoire telle quelle, je ne mets pas de filtre. Je n'ai pas mis son prénom, mais je ne mets pas de filtre à l'histoire. Donc s'il le lit, il saura que c'est de lui que je parle. Ok, alors, tu parles de plusieurs styles d'écriture. Merci pour ce témoignage personnel qui renforce un peu plus encore euh, ce désir-là de transmettre, d'être authentique, et c'est le pouvoir de Deep Conversation. Merci vraiment pour cette partie de ta vie, une Avec partie très plaisir. personnelle. Goumé, les 5 ans. Courage, hein. Donc, vous avez compris que c'est possible de transmettre même après avoir vécu une mauvaise expérience. On serait tous des écrivains, hein. Bah, en fait, c'est même ça qu'il faut se dire. Les mauvaises expériences qu'on vit doivent servir de pierre pour construire quelque chose. On ne peut pas avoir vécu une situation difficile et la laisser l'enfermer. Non, moi, je ne tolère même pas ça. Je me dis, tout ce qu'on a vécu de mal, qui nous a forgé, doit servir d'expérience, doit servir de témoignage à quelqu'un. Waouh. Donc, il faut partir de cette base-là. Il faut écrire. Il faut écrire. Alors, tu parles de plusieurs styles d'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Existe-t-il 20, 1000, 40, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a différents types de styles d'écriture, et quels sont ces différents types styles d'écriture? Alors oui, il y a différents styles. Alors, quand on parle de style, ça va être du coup le ton qu'on va utiliser dans son livre, les verbes, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit, Qu'est-ce qui est la mieux texture recommandé en de... tutoyer, vous voyez? Là, ça va aussi dépendre de ce que tu veux transmettre. Ok. Si tu veux que ton lecteur se sente proche de toi, qu'il ait l'impression de discuter avec un ami, tu vas plutôt le tutoyer. Ok.
Si tu veux mettre une certaine distance et tu veux vraiment rester académique ou dans le fait, j'enseigne, je donne quelque chose, mais je veux garder une certaine distance avec le lecteur, là, tu vas plutôt vous voyez. Ou même, je dirais même, il y a des livres où tu veux donner une certaine carrure, une certaine, comment dire, que la personne se sente honorée. Parfois, tu vas la vouvoyer. Ok. Donc, en fonction de ce qu'on veut transmettre aussi, de l'état dans lequel on veut que le lecteur soit, si on veut qu'il soit très proche ou pas, on va tutoyer ou on va vouvoyer. Donc, dans les styles, maintenant, on retrouve quoi et quoi? Donc, on va retrouver enfin, on va plutôt parler de genre. Ok. Donc, dans les genres, on va retrouver les romans, donc science-fiction ou pas. On va retrouver les livres autobiographiques, donc tout ce qui est autobiographie, j'ai écrit moi-même mon livre, ou Quelqu'un a biographie, écrit. quelqu'un d'autre a écrit. On va retrouver les livres témoignages. Donc là, ça va être une partie de sa vie qu'on partage ou même qu'on a écrit pour une autre personne. Ça reste du témoignage. On va retrouver les guides thématiques. Donc ça va être peut-être 2 tiers des livres qu'on va lire au quotidien pour nous aider à cuisiner, pour nous aider à filmer, pour nous aider dans le travail, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Tout ça, ça va être des guides pratiques. Il y a des livres, on va retrouver des nouvelles, des essais aussi. Donc, dans l'essai, on va avancer une théorie selon notre avis, mais qui ne sera pas forcément acceptée par tout le monde. Donc, en fonction de ce qu'on veut transmettre, en fonction du public qu'on va toucher, on va choisir un genre parmi ceux-là. Ça, ce sont les genres les plus célèbres que Ok. que je Mais il y en a cite ici. plusieurs. Il y en a Il des y en a milliers. plus. Des Est-ce que- milliers, non. Oh, ok. Il y en a Dizaines. Peut-être une dizaine, s'il faut tout ce qu'il y a. Il y a la poésie, il y a quoi d'autre? Il y a des livres, c'est quoi? C'est un peu rhétorique, je ne sais plus comment Ok. on dit, mais voilà. Il y a plusieurs styles, plusieurs genres plutôt en plus de ceux que j'ai cités. Mais est-ce qu'un écrivain doit impérativement avoir un style, un message, ou bien on peut aussi s'éparpiller? Et surtout, toi, qu'est-ce que tu peux recommander? Est-ce que tu recommandes de toucher un peu à tout ou de vraiment d'être focus sur un seul style? Je dirais, Plutôt un seul genre. ouais, Parlons je plutôt, dirais, puisqu'on parle de genre, avant de parler de style. je dirais à une personne qui commence, qui veut écrire 1, 2, 3, 4 livres, de commencer en étant spécialisé. De se spécialiser dans un genre, quitte à devenir une référence dans ce genre-là. Ok. À une personne qui a déjà écrit plusieurs livres, elle peut se permettre, à une personne qui s'est formée dans plusieurs domaines, elle peut se permettre d'écrire dans plusieurs genres. Mais pour une personne qui se lance, je demande de se spécialiser. Ah, c'est très bien. Maintenant, en ce qui concerne les styles, Mhm. quels sont les styles qu'on peut retrouver au niveau de l'écriture? Donc, il y a le style chaleureux, Ok. comme je disais tout à l'heure. Tu tutoies la personne, tu emmènes en fait la personne. On a l'impression qu'elle est avec toi, qu'elle chemine avec toi dans le livre. Il y a le style professionnel. Donc là, on va vraiment être très carré dans les expressions qu'on va utiliser. Le français ou la langue qu'on va utiliser, enfin le vocabulaire plutôt qu'on va utiliser, ne va pas être très accessible à tout le monde. Ça va être accessible à une certaine catégorie de personnes. Le style spirituel, où on va vraiment soit parler de la Bible, du Coran, on va vraiment amener ce côté spirituel ou ce côté religieux. Il y a quel autre style je connais? À part le professionnel, il y a le style initié, voilà. Ok. Donc là aussi, un peu comme le professionnel, mais on va vraiment attaquer une personne, enfin on va s'adresser à une personne qui sait déjà ou qui a déjà une certaine expertise, une certaine connaissance dans le domaine dans lequel on va Mais écrire. est-ce que lorsqu'on écrit, on peut faire tout ce que tu viens de nous citer, soit par hasard? Mhm. Et c'est là où je dis, n'est-ce pas là nécessaire de se faire former Mm. lorsqu'on veut écrire? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec des manuscrits où tu retrouvais de façon spontanée Mhm. tout ce que tu viens de nous citer comme style et autres? Ou bien il est possible dans un livre aussi, parce que par mes connaissances de l'auteur, puisque c'est son premier livre, on retrouve un peu de tout et plusieurs temps, plusieurs genres dans un même Ouais. livre. Oui, je me retrouve dans les deux cas.
Et là, je vais un peu tirer les oreilles à mes confrères et consoeurs africains, parce que ça, enfin, je le retrouve souvent chez les Africains, le fait qu'un livre ne soit pas forcément structuré comme il faut. On va mélanger plusieurs styles. Parfois, ça donne, hein, parfois, c'est très bien. Mais il y a des fois, tu as l'impression d'avoir une cacophonie, permettez-moi, Ok. sous les yeux. Et il faut travailler à la structure. Donc, à ces personnes-là, surtout aux Africains, je pense qu'il est important de se former. Quand on veut écrire un livre, il est important de se former. Je ne parle pas forcément de suivre une formation à 10 000 euros. Ça peut être d'aller suivre des vidéos sur Internet. Aujourd'hui, on a YouTube et on peut tomber sur des contenus de qualité pour écrire un livre de qualité. J'ai souvent eu la facilité avec les Européens, les Maghrébins, parce que on étudie quand même la littérature au collège, au lycée. Donc, il y a une certaine trame qu'ils arrivent à suivre quand ils écrivent leurs livres. Donc, il est important d'avoir cette base quand on veut écrire un livre. Et c'est cette base qui va permettre de ne pas s'éparpiller quand on écrit un livre. Ah, c'est bien ça. Mais pourtant, en Afrique francophone... On ne nous apprend pas à écrire des livres Ah, ok. au collège, au lycée. Ah, c'est différent dans les Oui. pays... Oui, franchement, quand je regarde le programme, par exemple, en littérature, déjà, en littérature, bon, c'est pas pour dénigrer la Ah, il ville faut d'où rappeler on que tu es vient. aussi prof de français, Voilà. c'est ça? Non, je ne suis pas prof de français, je suis prof de gestion-administration. Ok. Et j'ai l'air, on me dit toujours prof de français, mais non, c'est gestion-administration. Il faut rappeler que la façon qu'on étudie la littérature en Afrique n'est pas la même qu'en Europe. Donc, les prérequis en littérature, dès le collège, on oblige des élèves à lire des livres. Toi, tu te dis, mais même moi, je n'aurais pas lu ça, en fait. C'est tellement profond et tout. Et donc, En ça France crée... Oui, Ok. voilà, en France, ça crée une certaine culture Voilà, la par rapport, patience. voilà, par rapport aux livres. En Afrique, moi j'ai étudié en Afrique, un très bon système d'ailleurs que Dénigre pas. je ne vais pas dénigrer parce que j'ai appris tellement de choses, mais il manque ce côté où on aurait pu apprendre aux enfants ce goût de l'écriture. On va tout de suite le laisser aux personnes qui sont littéraires. Voilà, tu as fait la série A, là tu es un peu plus, tu vas plus aguerri par rapport à la lecture, par rapport à l'écriture qu'une personne qui a fait un bac C. Alors qu'ici, on retrouve un peu tout le monde. On retrouve un peu tout le monde On qui a fait en cette sorte que base. les élèves, Voilà. Oui, les collégiens s'intéressent, même si exactement. tu fais une formation de commercial ou Tu as une cette formation base. professionnelle, tu as Oui. déjà cette Tu as base. déjà cette base qui est là. Et après, c'est à toi de bien l'utiliser ou pas. Ok. Alors, parlons des erreurs. Bon, pas encore des erreurs, mais plutôt, il y a des gens, et je suis tombé lors du salon Congo à Paris, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, en parlant de livres, qui m'a dit qu'elle avait écrit un livre, mais s'était découragée. Qu'est-ce qui... Quelle est la plus grande erreur que commettent très souvent les jeunes écrivains? Est-ce que c'est le fait d'abandonner leur manuscrit et se dire, mais tiens, ça n'a pas de sens? Aujourd'hui aussi, il y a l'IA, et on va en parler. Est-ce que c'est vraiment des erreurs que tu retrouves très souvent auprès des jeunes écrivains? Le découragement, l'utilisation abusive de l'IA. Est-ce que tu es exposé à cette réalité avec les jeunes écrivains? Oui, on est un peu Voire exposé même les à... anciens. Même les anciens. D'ailleurs, c'est bien que tu soulignes même les anciens parce que j'ai été choquée en lisant un livre par quelqu'un mais je respecte, mais je le regardais comme ça. Et j'ai été choquée en lisant son livre en me disant, mais c'est de l'IA à 100%. Non, mais Comment tu arrives à détecter de... déjà, dans la structure, ça reste très impersonnel. L'IA n'a pas d'âme. L'IA, c'est l'IA. L'IA, ça a été programmé pour la connaissance. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, l'IA n'a pas d'âme? L'IA n'a pas une âme, a des émotions. Donc, quand j'écris, je transmets des émotions. Je transmets parfois mon histoire. Il y a du moi dans l'écriture, dans ce que je transmets. L'IA va te donner des vérités ou même des mensonges parfois, parce que parfois elle raconte n'importe quoi, des éléments qui sont généraux, qui sont vraiment impersonnels. Et donc moi, j'arrive à le détecter tout de suite quand je lis le livre, parce que j'ai des points en fait qui sont cités, mais il n'y a pas d'âme derrière. Et quand tu as lu ce livre, Je me suis dit, mais comment il peut se permettre cela? À son niveau. Oui.
à son niveau. Tu peux nous dire c'est qui? Non, je ne dirais pas qui c'est. Je garde l'estime pour la personne, mais franchement, Mais j'ai c'est été très grave. déçue. C'est très grave. Pour une personne qui lit beaucoup, c'est très grave. Pour le commun des mortels, ça peut passer. Mais J'aimerais bien savoir c'est quelle. non, je ne te dirai Est-ce que pas c'est à une personne de l'écran. renom? Une personne de renom, une personne très, très, très estimée dans la communauté africaine, la communauté De quel congolaise. pays? Ah Je ouais, ne, voilà. je ne dirai pas qui c'est, mais franchement, Communauté congolaise? communauté congolaise. Mais j'ai été vraiment déçue d'avoir ce rendu quand on arrive à ce point, en fait, au niveau où il est. C'est vraiment dommage. Il pouvait se faire accompagner. Voilà, il pouvait se faire accompagner. Bon, C'est mais je exactement sais ça. pas. J'aimerais bien savoir c'est qui pour. Je ne te dirai pas, je te dirai hors antenne, mais Ok. je ne te dirai pas pour le respect de la personne. Donc là, c'est pour montrer à quel point même des gens qui ont déjà écrit des livres peuvent se retrouver avec ce syndrome de la chose brillante. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ok. Donc l'IA Un peu trop est arrivée. parfait. Voilà, l'IA est arrivée. On veut tout de suite l'utiliser. On veut avoir le bon rendu. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train d'asphyxier ou de mettre un pied, en fait, à l'expertise ou au vécu qu'on peut apporter aux autres, à ce qu'on peut apporter aux autres de nous. Moi, je dis, c'est ce qui fait la différence entre deux livres. Nous, toi, l'auteur que tu es, la personne que tu es, va faire la différence entre deux livres qui ont été écrits sur le même thème et même avec le même titre. On le voit avec les dissertations à l'école. Vous avez le même thème, mais vous ne rédigez pas la dissertation de la même façon parce qu'il y a des choses qui vous différencient. Donc, le piège de l'IA, c'est monnaie courante aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. La personne ne prend pas le temps de revoir le manuscrit, de retransformer les phrases. Donc, moi, j'arrive à tout de suite détecter, par exemple, je vais te donner un exemple qui revient souvent, c'est, par exemple, là, je vois un livre, la confidentialité, ce n'est pas le fait de cacher telle chose, mais c'est le fait de faire ceci. Ou bien, il y a des phrases, en fait, des tournures de phrases qui sont propres à l'IA. Et moi, tout de suite, j'arrive à détecter. Je me dis, mais c'est dommage parce que la personne a tellement d'éléments à transmettre. Donc ça, c'est un piège. Le deuxième, c'est comme tu disais, les gens considèrent que ce qu'ils ont écrit n'est pas parfait. Et ça, ce n'est pas un problème que ce que tu as écrit ne soit pas parfait. Tu peux faire relire ton texte par des gens. Aujourd'hui, il y a tellement de correcteurs et de relecteurs, donc ce serait dommage de se dire « ce que j'ai écrit n'est pas parfait, je vais le garder ». Il faut toujours être dans cette optique de « je transmets quelque chose ». Je pense que quand on est dans cette optique, ça enlève tout de suite beaucoup de freins, parce qu'on pense à l'autre, on ne pense pas à soi, on ne pense pas au fait que ah ben moi j'ai fait quelque chose qui est tellement bon, je vais le publier. Non, je me dis, ce que j'ai fait peut servir à quelqu'un, je vais le transmettre. Et aujourd'hui, on peut toujours modifier son livre. Tu as écrit une première version, la version ne te plaît plus 10 ans après, tu as toujours la possibilité d'écrire une deuxième. Pourquoi 10 ans? C'est un exemple, ça pouvait être 2 mois après. Ok. 10 ans parce que je considère qu'après 10 ans, tu as quand même maturé, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, et donc que tu peux être amené à changer ton manuscrit. Il y a eu des évolutions dans le domaine. Et selon toi, est-ce que c'est l'absence des émotions qui fait en sorte qu'on distingue un texte vivant à un texte vide, au fait? Un texte rédigé par un humain et un texte rédigé par intelligence artificielle. Cas pratique. Oui. Tu es responsable responsable éditorial d'une maison d'édition. Maison d'édition auprès desquelles j'ai soumis mon manuscrit. Avec Monsieur Marien Fonengombe, que je salue au passage. Ok, pour être édité. Et tu m'as fait la remarque, tu m'as appelé, tu m'as dit, mais est-ce que tu as utilisé... Tu m'as d'abord posé une question. Est-ce que tu connais Carl Jung? Je dis oui, je le connais. C'est un philosophe, je pense, précurseur de Freud sur les questions liées au comportement, à l'inconscient et autres. Et puis, tu m'as pas dit, tu m'as rien dit, pas plus de détails que ça. Et quelques temps plus tard, je t'ai rappelé, je dis, mais il y a un truc qui ne colle pas. Et tu m'as dit, apparemment, tu as utilisé abusivement l'IA. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit, mais comment ça? Mais ton texte est impersonnel. Bon, pour moi, qui était nouveau, je me suis dit, et j'étais même dit un peu plus tard, permets-moi la remarque, que je ne savais pas qu'il fallait se mettre en avant. Oui. J'avais,
c'était l'excès d'humilité peut-être. Je me disais, mais les gens n'ont rien à faire, rien à foutre de ma vie, permettez l'expression, que je ne veux pas me mettre en avant ou raconter les anecdotes de ma vie. Tu m'as dit, au contraire, c'est ça qui fait la force d'un livre. Donc, est-ce que c'est véritablement les émotions? Moi, j'ai écrit, il y avait une absence totale d'émotions. On a dû réécrire pour apporter cette touche émotionnelle au livre. Qu'est-ce qui fait différencier un texte vide à un texte écrit par l'IA? Est-ce les émotions ou est-ce un texte peut aussi être vide parce que la personne est débutante? Je ne sais pas. C'est beaucoup de paramètres en même temps. Parce que j'ai pris mon cas pratique. Hein. Oui, oui. Dans le cas de ton livre, par exemple, c'est un livre, bon, on va être un peu dans le développement personnel, on va être, enfin, tu m'as parlé d'essais parfois, mais le domaine dans lequel tu vas écrire, Pardon, livre qui n'est pas encore sorti et ça va sortir bientôt. Il va sortir bientôt. Dans le domaine dans lequel tu veux écrire et le but derrière le livre que tu écris va te demander de mettre parfois des éléments qui vont toucher les émotions du lecteur. Un livre de développement personnel doit créer chez la personne l'envie d'être transformé. Il doit être transformé quand il lit le livre. Et pour être transformé, généralement, les personnes aiment bien être compris. Et le fait de transmettre des émotions par son livre permet en fait de s'ouvrir et à la personne, au lecteur, de sentir que la personne qui a écrit est peut-être passée par la même situation, a vécu cette situation, elle a pu s'en sortir. Donc, pour un livre de développement personnel, il faut susciter chez le lecteur certaines émotions. Et ces émotions-là, on va parler de storytelling aujourd'hui. Le storytelling est une façon de vendre quelque chose parfois en se racontant. Donc du coup, dans ce genre de livre, il faut transmettre des émotions. On ne peut pas simplement venir donner des vérités et espérer que la personne s'en sorte avec ces vérités-là. Alors, j'aimerais savoir à quel moment donc utilise-t-on l'IA? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai du mal, hein, Bon. J'ai du mal à concevoir notre génération, surtout dans 5 ans, dans 10 ans, sans utiliser l'IA. Nous, encore aujourd'hui, par grâce, parce qu'on a rencontré des personnes passionnées de l'écriture qui nous ont donné des stratégies, je sais comment est-ce qu'on peut écrire de bout en bout, jusqu'à même 400 pages en format A4 avant de le mettre en format livre. C'est-à-dire qu'un livre de plus de 1000 pages, on connaît des approches, des procédures. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comment peut-on utiliser l'IA? Parce que je sens qu'on tend vers une génération, qu'on le veuille ou pas, on va l'utiliser. Oui. Il faut considérer l'IA comme un assistant. L'IA ne peut pas être l'auteur à 100% de son livre. L'IA va permettre aux personnes qui ne savent par exemple pas tourner des phrases d'avoir la bonne tournure, de corriger les fautes d'orthographe ou de grammaire quand on écrit. L'IA va permettre de donner des éléments de contexte. Par exemple, quand on écrit un roman, l'IA est très fort dans le fait de développer des éléments de contexte, des cadres et tout, une certaine chronologie, une certaine cohérence dans les événements. Une personne qui débute dans l'écriture, par exemple, vous commencez aujourd'hui à écrire, vous ouvrez un compte sur un logiciel d'IA, tout de suite, je ne vous recommande pas d'écrire votre livre dessus parce que l'IA ne s'est pas encore adaptée à votre personne. Et donc, elle n'arrivera pas à détecter le style, votre façon de penser, je vais trop loin, votre façon d'écrire ou de vous exprimer, de vous comporter ou même de vous exprimer à travers l'écriture. Donc, il faut prendre le minimum de ce temps-là d'adapter en fait son IA ou le logiciel qu'on utilise à la personne qu'on est. Une fois qu'on a adapté cela, on va lui donner le maximum d'éléments parce que moi, je ne suis pas contre l'IA. D'ailleurs, j'utilise parfois dans certains livres. Je ne suis pas contre ça et même j'ai écrit des livres... Tu l'utilises comment? Comme un assistant. Donc, je lui donne du texte. C'est toi qui fournis tout? Je lui fournis le texte que je veux écrire. Je lui fournis les éléments. Parfois, je lui demande de me créer le plan parce que je n'ai pas forcément l'idée
pour avoir tous les éléments. Et ça pose pas problème, hein. Ça ne pose pas C'est problème. pas contre l'éthique, tout ce qu'on veut, les règles. Non, franchement, ce n'est pas contre l'éthique. J'ai pris le temps d'étudier par rapport à ça. On se pose des questions par rapport au droit d'auteur. Est-ce que c'est toi qui es auteur de ton livre ou est-ce que c'est l'IA qui est auteur de son livre? Et donc, c'est pourquoi je demande une fois qu'on a écrit, moi je parle de pendu un livre avec ChatGPT par exemple, on va reformuler au maximum pour avoir sa touche. Quand tu lis le texte, tu sais que c'est toi qui l'as écrit. Ok. Donc, il ne faut pas prendre le texte qui a été pondu par un logiciel d'IA et le mettre tout de suite dans son livre. Il faut retravailler. Donc, si tu prends le temps de retravailler ton texte, à ce moment-là, j'encourage en fait aux gens de le faire. Mais si tu arrives à écrire, tu as un style qui est très bien, pourquoi utiliser l'IA? Pourquoi utiliser l'IA quand tu sais que ça va ajouter une touche trop informatisée ou trop robotisée à ton livre? Donc, si tu considères que ton style d'écriture est assez bien, n'utilise pas l'IA. Alors, toi, tu es, je l'ai déjà dit tout au long de l'émission, tu es aussi responsable éditorial de Sword Édition. En parlant bien sûr des auteurs, puisqu'on est en train de parler des erreurs et autres, et là on parlait de l'IA, qu'est-ce que tu recherches chez un auteur? Puisque toi tu as le pouvoir de décider que tel livre sort, tel livre ne sort pas. Après lecture, tu dis, je sens pas ce livre. Waouh, je sens pas ce livre. Ou que recherchent les maisons d'édition Ouais. auprès des auteurs? Les maisons d'édition jusqu'ici recherchent des auteurs qui arriveront à vendre. L'objectif premier, c'est d'abord vendre. On veut faire du chiffre, on veut vendre. On veut des livres aussi qui soient qualitatifs dans les maisons d'édition classiques. Parce qu'il y a la renommée de la maison d'édition qui en joue. Il y a les subventions, parce que les maisons d'édition qui tournent bien sont subventionnées. Par l'État. Ça, Par c'est l'État. le cas de la France. Pas que le cas de la France. Bon, en Afrique, je ne pourrais pas me prononcer dessus, mais dans la majorité des pays où les maisons d'édition sont assez élevées, assez développées, il y a des subventions derrière. Donc, la maison d'édition ne peut pas produire tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit qualitatif et il faut que qu'on arrive à vendre. Donc, on va parler du titre. Généralement, vous allez voir que les maisons d'édition vont revoir le titre parce qu'il faut que le titre soit accrocheur. On va revoir le contenu. Il y a des auteurs qui se plaignent, mais moi, on m'a demandé de modifier la moitié de mon contenu. Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais si la maison d'édition considère que ça va permettre de toucher plus de personnes, parce qu'on ne va pas se mentir. Est-ce que là, vous, les maisons d'édition, vous dénaturez pas On dénature, oui. Parfois, on dénature, oui, parfois le texte de l'auteur, mais c'est dans le but que l'auteur puisse vendre. C'est tourné vers l'auteur, c'est tourné vers le lecteur. Le lecteur doit avoir un avis positif du livre. Parfois à tort, hein, parce qu'on reste des humains, on n'est pas parfait. Donc on peut le faire à tort, mais le but derrière, c'est que l'auteur puisse vendre. Nous, en tant que maison d'édition aujourd'hui, on veut mettre en avant les talents africains, on veut mettre en avant la culture africaine. Ça, c'est dans le cadre de SOART. Ça, c'est dans le cadre de SOART. On veut mettre en avant les talents africains. Et donc, pour ma part, je ne pense pas avoir refoulé un manuscrit. Je travaille au maximum avec l'auteur. Et donc, quand on commence à travailler avec l'auteur, on lui demande toujours quel est son but à travers le livre. Quelle est la mission du livre? Quel est le public auquel il s'adresse? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser dès le départ pour donner la bonne trajectoire à son livre. Parce qu'un livre qui s'adresse à des enfants ne va pas utiliser le même vocabulaire qu'un livre qui s'adresse à des adultes. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut travailler. C'est très important. Merci pour toutes ces bonnes informations que tu mets à notre disposition. Et curieusement, malgré ta responsabilité au sein de ta responsabilité en tant que responsable éditorial, tu encourages, malgré ça, l'auto-édition. Pourquoi? Tout à fait. J'encourage l'auto-édition. Et pourtant, ce que je constate, c'est que les maisons d'édition, ils prennent du temps pour regarder, pour revoir, quitte à recorriger, réécrire. Ouais. Alors qu'avec l'auto-édition, c'est du tchap-tchap, au fait. Je fais, ça part. C'est ça. Pourquoi encourager l'auto-édition alors? L'auto-édition, parce que l'auto-édition permet d'avoir une certaine liberté.
Comme je disais tout à l'heure, la maison d'édition peut retravailler la moitié de ton texte ou même tout ton texte, si c'est une vraie maison d'édition qui prend le temps de le faire. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui ne le font pas du tout. Donc, l'auto-édition, je l'encourage pour les personnes qui veulent garder une certaine liberté par rapport à leurs livres, qui veulent faire rapidement les choses, qui veulent que leurs livres sortent très rapidement, mais qui veulent garder le contrôle aussi de leur redevance. Parce que les maisons d'édition versent au maximum 20%, et même 20%, c'est quand c'est royal, quoi, qu'une maison d'édition te reverse 20%. Alors que quand tu publies ton livre sur une plateforme auto-éditée, tu peux toucher jusqu'à 80% de ton livre, du prix de ton livre. Quelles sont les plateformes d'auto-édition? Alors, il y a Amazon KDP que j'utilise. Il y a Bold, qui est une autre plateforme d'auto-édition. Il y a Colibri, ça c'est en France. Il y a une autre plateforme que je n'utilise pas qui s'appelle Stan quelque chose, américaine. Mais du coup, il y a pas mal de plateformes. Mais moi, je recommande en tout cas Amazon KDP. Je ne fais pas de la pub, mais je recommande Amazon KDP parce que c'est très facile d'utilisation et le coût à l'entrée est très moindre. Okay. Je ne paye que les exemplaires que je veux imprimer. Sinon, le lecteur va directement acheter. Est-ce qu'à leur niveau, c'est automatisé ou bien... Tout est automatisé. Ils disent qu'ils vérifient un petit peu. Je pense que c'est une vérification qui est très rapide. Quel est le voyage que fait un livre? Le voyage que fait un livre, dès sa sortie ou avant? Avant, c'est-à-dire de l'idée peut-être jusqu'à la sortie. Donc, les différentes étapes. Oui. Très bonne question. On a donc l'idée. On a l'idée, on fixe le plan. On commence à écrire les chapitres. Je ne demande pas aux gens d'écrire l'introduction en premier. Écrivez les chapitres de votre livre, écrivez la conclusion, revenez à l'introduction. Une fois qu'on a fini le manuscrit, on passe à la correction. Donc la correction, vous pouvez faire une correction vous-même et vous pouvez demander aux personnes autour de vous de corriger. Des personnes de confiance, pas des personnes qui vont revendre votre manuscrit ou vont l'utiliser. Et là aussi, je demande de scinder le livre en plusieurs parties et d'envoyer des petites parties aux gens. À la même personne? Non, aux personnes différentes. On prend par exemple 5 personnes de confiance auxquelles on va transmettre son livre. Une personne, ce n'est pas recommandé, à moins que ce soit son métier, que la correction soit son métier. Ok. Voilà, donc vous faites corriger par des personnes proches et ensuite vous faites corriger du coup par un correcteur spécialisé dans ça. Ne publiez pas votre livre sans l'avoir fait. Toi, tu es un correcteur spécialisé? Moi, je suis correctrice. Il y a plein d'autres correcteurs qui le font. Donc, vous pouvez trouver sur le marché des gens qui le font. Donc, une fois que le livre est corrigé, on va créer la couverture, on va commencer à faire la publicité de son livre. On ne fait pas la pub quand le livre est sorti. On fait la pub avant que le livre ne sorte. 1 mois, par exemple, avant la sortie du livre, on commence à faire la pub, on commence à vendre en précommande comme le fait Monsieur J.M. Tikaya. On vend en précommande parce que ça permet de développer une certaine notoriété autour du livre. Une fois que le livre est publié, on continue à en parler. Il se vend sur les réseaux, il se vend sur une plateforme. On fait des événements, une séance de dédicace, des conférences. On va toquer aux portes, on le propose aux librairies, s'il y a possibilité. Ah bon, hein? Oui. Donc, on peut aller proposer son livre aux librairies. Ils lisent, ils valident si c'est OK ou pas. Voilà, s'ils valident, s'ils sont OK, ils le vendent. Et donc, ça nous crée un public en plus. Mais vraiment, une fois qu'on a publié le livre, on ne se dit pas, OK, le travail est terminé. J'ai envie de dire que c'est là que le travail commence. Une fois que le livre est publié, il faut parler de son livre. Il faut vraiment en parler pour que les gens soient touchés. On a eu une discussion avec toi, toujours autour des livres. Et tu me faisais croire que même le choix des couvertures des pages... Parce que je me disais qu'un livre, c'est une couverture qui est dure, cartonnée potentiellement. Les pages doivent être jaunes. Mais j'ai été choqué d'apprendre que... Parce que je voyais beaucoup de livres avec des pages blanches. Je me disais, mais ils sont négligents, eux. Qu'est-ce qu'ils font là? Je me disais, soit ils écrivaient pour... de l'argent et ils ne mettaient pas trop de sérieux. Et quand je tombais sur des livres avec des pages jaunes, couverture bien faite, je dis, lui, c'est un écrivain. C'est quoi la différence entre les pages? Plutôt les couleurs des pages, des couvertures. C'est quoi le challenge? Parce que tu m'as dit, au fait, les couleurs, les couvertures obéissent au fait à des styles, à des formes, à des genres de livres.
Ben ça, c'est propre à chaque auteur. Les pages jaunes dans le livre, ça va souvent être des romans, des livres historiques. Oui, c'est souvent ça. Les pages blanches, ça va être des livres classiques. Donc, du coup, ça dépend vraiment de l'auteur. Par exemple, quand tu publies sur Amazon, tout de suite, tu choisis au début si tu veux que la page soit jaune ou que la page soit blanche. Pour ce qui est de la couverture, on va plutôt parler d'un certain standing. Qu'est-ce que tu veux renvoyer à travers ton livre? Euh, donc, quand tu veux que ce soit un livre prestigieux, tu vas plutôt partir sur une couverture cartonnée. Mais c'est plus cher. Donc, tu vas vendre ton livre plus cher et donc toucher un public qui n'est pas forcément assez fortuné. Pardon, qui est plutôt fortuné. Donc, tu vas te limiter au Mais niveau le de la livre est cible. censé être quelque chose de prestigieux, hein, pour moi. Alors, le prestige du livre n'est pas forcément dans le prix dans lequel on va le vendre. C'est dans... C'est dans la qualité de ce qu'on transmet, pour moi. Hein, ça, c'est mon avis. Dans la qualité de ce qu'on Mais moi, transmet. c'est encore mon point de vue. Mm. Je pense que les gens doivent payer le prix de la connaissance. C'est-à-dire... Malheureusement, non. Malheureusement, Ok. on vit dans un monde, et encore aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les vidéos sur YouTube et compagnie, les gens se tournent de moins en moins vers le livre. Mais c'est difficile d'avoir autant d'informations détaillées, hein. C'est le prix à payer. La Ça, connaissance a un prix. c'est toi qui considères que c'est comme ça, mais on est peut-être 5% de la population à penser comme ça, et c'est dommage. Les personnes aiment ce qui est vite fait. On dit qu'on est dans une génération fast Fast food. food. On veut que tout soit livré tout de suite. Donc, une personne qui pense comme ça ne va pas s'attarder à lire un livre et à mettre de l'argent dans un livre. Donc, en fonction du public que tu veux toucher aussi, tu vas fixer un certain prix. Pour ma part, il y a des livres que j'adresse à la jeunesse. Quand je parle de jeunesse, ça va être jusqu'aux jeunes de la trentaine. Je ne me permets pas de mettre ces livres à plus de 15 euros, donc 10 000 francs en francs CFA. Parce que je considère que ces personnes n'ont pas forcément l'argent pour acheter ce livre. Les livres que j'ai écrits sur l'écriture, par exemple, je considère que c'est Un c'est public de plus l'or. mature. Voilà, c'est de l'or que je donne aux gens. Je ne le vends pas à 15 euros parce que je considère que même la personne qui achète ne donnera pas de la valeur à ce livre en donnant 15 euros. Donc, je le vends à 25 euros. Et même là encore, je reste assez généreuse dans les tarifs parce qu'il y a des livres qui se vendent à 40, 70 euros. Donc, c'est à l'écrivain, à l'auteur, de savoir dans quelle gamme il veut se positionner. Qui fixe les prix? C'est l'auteur qui fixe le prix ou avec la maison d'édition s'il est édité. Combien est amené un auteur? Combien un auteur plutôt est censé dépenser? Combien sommes-nous amenés à dépenser pour voir son livre, pour toucher son livre de façon physique? De façon physique, je Que vais ce te soit avec les choquer. maisons d'édition. Alors, avec les maisons d'édition, c'est un peu plus cher. Il y en a qui font des exemplaires à 3 euros, mais si tu imprimes une 300... Là, voilà. tu exposes les secrets, là. 300, je dis que je ne cache pas, enfin, je suis pas là pour cacher des choses, je suis là pour dire ce qui est. Sauf le nom de la personne qui a écrit le livre avec l'IA. Donc, Voilà, ça coûte combien, approximativement? pour une maison d'édition, dans les maisons d'édition, alors les grandes maisons d'édition ne font pas payer à l'entrée. Tu signes un contrat, c'est la maison d'édition qui imprime les exemplaires, qui vend les exemplaires pour toi et il te reverse une redevance. Donc la redevance qui est autour de 10% Est-ce du que prix vous le faites? du livre. Non, on ne le fait pas. Ok. Ce sont les maisons d'édition à compte d'éditeurs. Ça s'appelle comme ça. Elles éditent le livre, elles le vendent, elles font la pub, vous faites des conférences de presse. Voilà, c'est la maison d'édition qui a les droits sur ton livre. Et donc, toi, tu ne touches que 10%. À vie? Oui. Enfin, ça dépend. Il y a des maisons d'édition qui disent c'est en moyenne 10 ans. En moyenne 10 ans et après, le contrat est renouvelé. Mais généralement, une fois que tu es engagé avec la maison d'édition, c'est difficile, surtout une vraie maison d'édition qui fait son travail, c'est difficile d'en sortir, à moins que, voilà, qu'il y ait Toi, c'est les des cas qui le royalties permettent. que Voilà. vraiment tu touches à vie, tes enfants pourront venir toucher. Chaque fois que ton livre est vendu. Et même là encore, voilà, il y a plein de choses qu'il faut bien suivre pour pouvoir le faire. C'est un véritable héritage, hein. C'est un grand héritage. Le livre rend immortel, c'est ce que je dis. Et les royalties, tant que ça se vend, ça se verse.
Donc, pour les maisons d'édition classiques, on touche 10% de son livre. Et donc, pour ça, on ne dépense rien. Si une maison d'édition vous approche et vous demande de dépenser alors qu'elle se dit à compte d'éditeur, de dépenser, c'est une arnaque. Par contre, il y a des maisons d'édition à compte d'auteur. Et donc, la maison d'édition... C'est le cas de Sohart ? C'est le cas de Sohart. Donc, la maison d'édition édite ton livre, mais c'est toi qui payes pour l'impression. Donc, elle va t'accompagner dans la publicité, elle va t'accompagner dans tes événements, mais du coup, c'est toi qui payes les impressions. Donc là, on va être entre 100 et 300 exemplaires pour commencer, et l'exemplaire autour de 3 € quand tu imprimes. Il y en a qui vont te redemander de l'argent sur les ventes, une commission sur les ventes, il y en a qui ne le font pas. Et voilà, on est dans cette fourchette, et donc il faut se préparer en amont, prévoir une somme. En fait, c'est un véritable contrat. Oui. Tu peux avoir acheté à 4 €, 5 €, 6 € l'exemplaire. Ne te dis pas que tout ce que tu vas générer comme argent, fonds, te revient de droit, au fait, selon le contrat de départ avec les maisons d'édition. Tout à fait. Vous pouvez aller sur du 50-50 en partage en termes de bénéfices. 50-50, c'est quand même osé. Parce que si tu imprimes tes livres... Bon, on va aller peut-être sur du 30-60. Oui, plutôt ça. Plutôt sur du 30-60, 20 parfois. Mais à compte éditeur aussi, la maison d'édition fait un grand travail d'accompagnement et je pense que... À compte d'éditeur, c'est la maison d'édition qui fait le grand travail. Mais vraiment non, à compte auteur plutôt. Ils font aussi un travail, donc il faut qu'il y ait un retour. Il faut quand même qu'il y ait un retour, de l'argent qui revienne, oui, pour financer ces événements auxquels on participe. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut verser à ces maisons-là. Donc ça, pour chiffrer, on est dans les environs de combien ? Est-ce qu'on est dans les 2000, 3000 ? Autour de 1000 généralement. Okay. Autour de 1000 €. 1000 avec un nombre d'exemplaires très restreint, c'est ça ? Entre 100 et 300 généralement. Donc le livre il revient entre 6 et 3 € à l'achat. D'accord. Pour l'auteur. Ok. Mais ça, c'est pas le prix de la revente. Ce n'est pas le prix de la revente, c'est le prix de l'impression, le coût de l'impression. Et là, c'est quand on imprime en grande quantité. Et ça dépend aussi du choix des couvertures, des feuilles, exactement. Tout ce que... Donc ça peut grimper même jusqu'à 15 € l'exemplaire. Exactement, ça peut grimper. Moi, j'ai des livres que j'imprime même à 25 €. L'exemplaire. L'exemplaire. C'est des livres en couleur avec une couverture rigide, donc cartonnée, avec du contenu en couleur. Donc ça revient à 25 € quand j'imprime un seul. Quand j'imprime 1000 exemplaires, ça peut arriver jusqu'à 5 €. Donc, on passe de 25 à 5 €, il y a quand même une grande marge. Fait, honnêtement, quand vous écoutez ces prix-là, ça va du bas de gamme au extra, au gold, en fait, à l'ultra hyper luxe. Donc, ne vous étonnez pas de voir des livres à 70 €, surtout quand c'est bien cartonné, bien produit, c'est normal. Moi, c'est l'ultra luxe que je veux. Il faudrait que tu aies une clientèle qui réponde à ce besoin. J'estime, pour ma part, que si quelqu'un ne veut pas, on force pas la connaissance. C'est ça. Il y a une citation que j'aime, que j'affectionne énormément, qui dit que si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez donc l'ignorance. Ouais. Je pense que l'ignorance vaut plus cher que la connaissance. Ouais. Donc, s'il s'agit des livres, faut mettre du prix. Raison pour laquelle je me dis... C'est toi qui penses comme ça, mais c'est ma façon de penser. Raison pour laquelle je dis à la sortie du livre, minimum 20 ou 25 €, si quelqu'un veut se procurer mon livre. Pourquoi je le dis, et tu vas me dire ce que tu penses du livre, parce que je pense que le livre, c'est une extension de ma personne. Oui, tout à fait. S'il m'arrivait de mourir avant, pas avant mon temps, je ne pense pas que je vais mourir avant mon temps, mais lorsque je serai plus de la terre des hommes, je suis sûr qu'il y a des personnes que je connaisse aujourd'hui qui seront toujours en vie. C'est impossible que tous ceux dont je fréquente aujourd'hui meurent avant moi. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour connaître. Et donc, tu laisses un héritage. Je laisse un héritage, je laisse une extension de ma personne. Tout à fait. Dans vos maisons. Et c'est là où j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses du livre ? Que représente le livre pour toi ? Quel livre ? Peu importe. Le livre en soi. C'est quoi, en fait ? Ah, ok, je pensais que tu me parlais de ton livre. Est-ce que c'est un trésor, une couronne ? Déjà, on avait dit que c'était une porte. Le livre, pour moi, c'est inexprimable. Je ne sais pas, c'est une couronne, c'est un héritage qu'on laisse, c'est sa personne qu'on offre aux autres, parce qu'on souffre quand même, et c'est pourquoi je suis contre les livres 100% écrits par l'intelligence artificielle, parce qu'on ne se donne pas. Alors que le livre, c'est censé être un don de soi, à moins que ce soit une encyclopédie ou je ne sais quoi, ou un dictionnaire.
C'est censé être un don de soi. Donc pour moi, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. C'est un cadeau parfois qu'on se fait à soi-même, surtout quand on veut guérir. Donc pour moi, le livre, c'est une richesse, c'est précieux. On ne blague pas avec un livre. Ok. Alors, on va toucher la dernière partie de notre émission. Ça fait déjà un moment qu'on discute et espérons que vous qui suivez cette émission, que vous avez apprécié ce temps de partage, que vous allez partager, repartager, inviter vos amis à le suivre, parce que Madame Emmanuelle Fila estimée pense qu'on est tous des écrivains ignorants et que à travers peut-être cette vidéo, il y aura une véritable prise de conscience et que vous allez vous mettre à l'écriture parce que c'est bien de laisser des maisons, c'est bien de laisser de l'argent, mais je pense que c'est mieux de laisser un livre parce que le livre est immortel, Oui. ou tu l'as dit, immortalise la vie d'une personne. Alors, on va toucher la dernière partie. C'est un moment un peu intime. Tu me permets de te poser des questions. Ouh là là. Est-ce que tu permets qu'on rentre un peu dans ta vie? Bon, bah allons-y, hein. Alors, j'ai 10 questions, donc si tu peux répondre à ces questions-là, ça nous fera énormément du bien. Si tu pouvais déjeuner ou dîner avec une personne vivante ou décédée, qui serais-tu? Écrivain ou pas? À toi de voir. Wow. Je pense que là, j'en ai deux, mais je vais rester qui? sur le premier. Déjà, Miles Monroe, parce que en ce qui est de la vision, en ce qui est du potentiel, du fait aussi de laisser un héritage, je pense que je tiens beaucoup de Miles Monroe. Ok. Et Au-delà, la deuxième personne? la deuxième personne, je ne sais pas pourquoi, hein, ça reste une personne morte aussi, c'est Abraham Lincoln. Pourquoi? Parce que ce gars, franchement, c'est un génie incompris qui avait aussi... Le premier je reste président dans la, américain, c'est ça? oui, je reste dans la vision. Voilà, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vision et tout. Et c'est ouais, un génie incompris qui a su se frayer un chemin, mais qui a laissé un vrai héritage, non seulement à l'Amérique, aux Amériques, mais aussi au monde. Donc, Cette question me fait toujours rire parce qu'une fois, on l'a posée à mon petit frère lors Ouais. d'un entretien. Et on a dit, avec qui aimerais-tu dîner si on te le demande, personne vivante ou morte? Il a dit ma mère. ah, On a dit, mais, ta mère, on a dit, mais tu as le choix. Obama il dit, Ouais, oh, mais ma ma mère, maman, je oui. veux dîner avec ma Bah, mère. ma maman, je dîne avec elle. Non, mais. Et puis, ce qui est bizarre, il vivait dans la même maison que sa mère. Ouais, Donc, je n'avais pas trop compris pourquoi il avait dit sa Ouais, mère, c'est- alors c'est beau. qui dînait tout le temps avec sa mère. Ouais. Mais bon, chacun de nous a ses raisons que Mm. la raison ignore. Le livre qui t'a le plus bouleversé, c'est lequel? Le livre qui m'a le plus bouleversée, je pense que c'est la Bible. C'est la Bible, Ok. ouais. Quelle est la phrase ou le verset qui guide ta vie d'auteur? La phrase qui guide ma vie. Alors, c'est pas une phrase qui est toute faite, mais je me dis, enfin, c'est pas une citation, voilà. Je me dis, aujourd'hui, si tu quittais la terre des hommes, qu'est-ce que tu aurais laissé aux autres? Belle question. Waouh. Et c'est ça qui te pousse à C'est écrire. ça qui me pousse à écrire. Quelle est la douleur qui nourrit ta plume? La douleur qui Bon, on sait nourrit ma déjà qu'il y a, plume. il y a le gourmand qui était là. Mais est-ce que non, mais si le c'est gourmand n'a l'amour. pas nourri toute ma plume. Non, le gourmand a nourri quoi? 5% de ma plume. Parce Ok. que je parle pas toujours de l'amour. Ouais. Oui, l'amour des autres. La douleur, c'est, je dirais, l'ignorance. Est-ce que c'est... Ouais, c'est une douleur. Le fait que les gens ne savent pas certaines choses, ou même que moi, parce que c'est dans cette situation, dans cet état que j'ai écrit le premier livre, c'est parce que je n'arrivais pas. Il me manquait une certaine recette de cuisine. J'avais demandé à mes tantes, mais elles n'avaient pas forcément les bons éléments à me donner. Et donc, c'est à partir de là que j'ai écrit ce livre. Donc, je voudrais répondre à cette douleur d'ignorance, que les gens puissent savoir des choses. Si tu pouvais réécrire ton histoire, changerais-tu quelque chose? Hmm. Est-ce que je changerais quelque chose? J'ai tout de suite envie de dire non, que c'est parfait comme ça, même si parfois ça fait pleurer. Avec les gourmets de 5 ans. Avec les gourmands de 5 ans, j'ai appris tellement de choses. J'ai appris à me connaître, à savoir ce que j'attendais d'une relation, parce qu'avant je ne le savais pas. Donc tout ce qu'on vit, les blessures, que ce soit physiques ou morales, les déceptions que j'ai vécues, m'ont bâti. La femme que je suis aujourd'hui n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu toutes ces choses. Donc non,
Franchement, je n'ai pas envie de changer quelque chose. Et la plus belle phrase qu'un lecteur t'ait dit à propos de tes livres? La plus belle phrase, c'était... Alors, ça a changé entre-temps, parce que entre-temps, enfin, ça a changé cette semaine. Ça va changer chaque mois, Ça va chaque mois ou changer tout chaque le temps jour? en fonction de l'intensité avec laquelle je reçois le commentaire. C'était, j'ai lu ton livre, ça a transformé ma façon de voir les choses par rapport à ce domaine-là, le domaine dans lequel le livre a été écrit. Donc c'est ça, le fait que les gens, en lisant mes livres, puissent avoir quelque chose, puissent sortir de là transformés, je pense que c'est la plus belle des réussites. Si tu pouvais résumer ta mission d'auteur en un mot, lequel choisirais-tu? Transmission. Magnifique. Transmission. Entre le succès et la fidélité à ton message, que choisis-tu? Je peux prendre les deux ou pas? Choisis d'abord et puis on verra. Parce que la fidélité à mon message, en fait, ça change en fonction de comment j'évolue, des leçons que j'ai vécues, enfin des histoires que j'ai vécues. Pour la petite histoire, je peux me permettre ou pas? Ou on n'a Vas-y. pas assez de temps? Ok. Pour la petite histoire, j'avais une certaine façon de penser par rapport au pardon. Là, franchement, je suis en train de m'ouvrir. Et peu importe ce que les gens vont penser de ce que je dis, je m'en fous un petit peu, désolée. Euh, Par rapport à la fidélité, moi, je me t'ai dit, je n'accepterai jamais qu'un homme me trompe. Mais jamais. Et le jour où c'est arrivé, j'étais choquée de voir à quel point ce que j'avais dit là, c'est pas ce qui est arrivé. N'avait pas de sens. Ouais. Tu as pardonné. J'ai pardonné. J'étais choquée. Mais j'étais choquée Choqué parce que tu as pardonné. parce que j'ai pardonné. Je dis, mais que je- qu'est-ce que je disais? Oui. Qu'est-ce que je disais? Donc aujourd'hui, j'ai une certaine conception de la fidélité que je n'avais pas forcément hier. Donc mon message a changé par rapport à la fidélité. Toi, tu peux pardonner l'infidélité. Oui, vu que je l'ai fait. Donc je peux C'est pardonner. douloureux, hein? C'est très douloureux. Très, très douloureux. Mais dans les circonstances dans lesquelles on peut se trouver, on peut avoir la force de pardonner. Donc il faut s'écouter. Et pour toi, tu estimes qu'il faut pardonner? Oui, j'estime qu'il faut pardonner. Merci. Il faut pardonner les infidélités. Quand tout s'arrête, les salons, les livres, les coachings, tout ce que tu veux, qui est réellement Emmanuel dans le silence? Emmanuel, waouh. Blessé de guerre, je sais pas, dis-nous. Têtu. Têtu, pas blessé de guerre. Je refuse d'être une blessée de guerre. Emmanuel est... Femme restaurée, femme battante. J'aime pas le mot. Je n'aime pas le mot femme battante. Ça fait Pourquoi? genre, je n'ai pas eu le choix dans la vie et donc du coup je me bats. Alors que la vie est censée être savourée. Peu importe les combats dans lesquels on passe, il faut prendre ces combats-là comme des passages vers quelque chose. Donc je ne dirais pas, je n'aime pas le mot femme battante. Quand on me dit ça, Ça t'énerve. ça m'énerve un peu limite. Voilà, je considère plutôt les épreuves comme des paliers qu'on doit passer. Emmanuel, c'est une personne curieuse, très curieuse, qui en veut plus, qui veut savoir plus, qui veut donner plus. Magnifique. Alors, si je te donne, là, la dernière question, une page blanche, aujourd'hui, quel serait ton message à la génération actuelle ou future? La génération, là, on quitte la génération Mbappé pour la génération IA. La génération IA. Ah là là. Quel serait ton message? Le message, c'est que chacun est unique. Personne ne peut être comme toi. Personne ne peut laisser l'héritage que toi, tu peux laisser. Alors, prends conscience de la valeur que tu as et surtout, donne aux autres. La vie est faite de dons de soi. Quand je parle de donner aux autres, ça peut passer par l'écriture, parce que l'écriture, c'est le moyen que moi j'utilise, mais ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts audio, ça peut être des jeux créés. Enfin, ne te censure pas. Ne te censure pas, connais ta valeur et transmets, donne ce que tu peux donner aux autres, peu importe les retours que tu peux avoir, parce que malheureusement l'humain n'est pas toujours reconnaissant, mais toi donne, parce que tu as à donner et tu as de la valeur. Merci Emmanuel Fila pour ta sincérité, pour ton passage à Deep Conversation. Vraiment, tu nous as appris beaucoup de choses et tu nous rappelles que Super. les mots peuvent être des armes, mais aussi des ponts pour construire des vies, pour transmettre la connaissance, pour booster, requinquer tout ce qu'on veut.
Merci à toi pour ta participation. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission magnifique avec Emmanuelle Fila, autrice de plus de 40 livres et s'est spécialisée dans le coaching lié à l'écriture. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec elle pour apprendre un peu plus dans ce monde, parce que je sais qu'en 1h30 d'émission, on ne peut pas malheureusement tout dire. Donc c'est possible de vous approcher de ce type de personnes. L'objectif de Deep Conversation, c'est vraiment d'amener des hommes et des femmes qui ont vécu des choses, pas que, mais aussi des experts, des domaines dans lesquels ces personnes excellent, à venir nous partager leurs histoires, parce que ces histoires, véritablement, avec Deep Conversation, deviennent des leçons de vie. On a l'habitude de le dire dans Deep Conversation, Yebelardo, 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 toujours dans le cadre à Yebelardo, et à très bientôt.